Bonjour à tous et merci d'être présents à cette première conférence du mandat 2017 de Forum, la première d'une longue série. Je tiens à remercier Mazar qui nous permet de réaliser toutes ces conférences. Pour cette première conférence de l'année, on a le plaisir de recevoir un ancien de la maison, diplômé de EM Lyon il y a une dizaine d'années et aujourd'hui professeur à HEC et Sciences Po. Thomas Guénolé vient de nous parler de son dernier ouvrage, Islamopsychose. Après un pupitre de pierre et une présentation d'une trentaine de minutes de Thomas Guénolé, il répondra à nos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Monsieur Guénolé, bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue à la maison. Comme vous le voyez, l'école a un peu changé depuis votre passage en 2007, lors de votre année d'études pour obtenir le master spécialisé d'entrepreneuriat, suite à votre diplôme à Sciences Po Paris. Après votre départ de notre chère école du Rhône, vous devenez docteur en sciences politiques en 2013 avec votre thèse sur les centres en France, puis maître de conférences à HEC Paris, avant d'enseigner à Assas, Sciences Po Paris et Paris-Est Créteil. Mais votre travail ne s'arrête pas là. Politologue, écrivain, chroniqueur, un temps consultant politique de Jean-Louis Borloo, pourfendeur d'Alain Finkielkraut et de bien d'autres, véritable Nostradamus des temps modernes, pour reprendre vos propos, le premier expert à avoir annoncé le retour de Nicolas Sarkozy en politique, et surtout créateur et organisateur du prix annuel du menteur en politique, qui semble montrer que ce sont surtout les gens à droite qui ont un problème avec la vérité, ou du moins que vous le pensez. Votre polyvalence et votre multitasking impressionnent et feraient rêver plus d'un manager. Et votre engagement ne s'arrête pas là. Classé par vos pairs comme un des représentants des nouveaux intellectuels de gauche, vous vous reconnaissez vous-même de gauche, vous êtes en faveur du revenu universel, du vote obligatoire avec revote si le vote blanc dépasse les 50% de suffrage, en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Vous vous opposez à Laurent Fabius lorsque celui-ci affirme que le Qatar ne finance pas le terrorisme. Avec Katerina Rizakova, vous êtes co-initiateur d'une pétition contre le projet de loi relatif au renseignement adopté en mars 2015 et prévoyant la mise en place de mesures controversées telles que l'installation chez les opérateurs de télécommunications de dispositifs de surveillance. Enfin, à mon sens, pour toujours et à jamais votre moment de courage et d'audace, pour laquelle tout cet amphi peut vous remercier et vous aduler, la demande de suppression des aides publiques au magazine People, à laquelle Madame la ministre de la Culture Fleur Pellerin avait répondu positivement. Pour revenir à votre travail d'essayiste, parcourons rapidement vos œuvres qui illustrent votre pensée. Tout d'abord, les jeunes de banlieue mangent-ils des enfants ? Vous soutenez que les bandes errantes, les délinquants, ne représentent que 2% des vrais jeunes de banlieue et que les jeunes de banlieue sont des gens qui doivent survivre face à un apartheid économique et social. Vous soutenez que les Français musulmans sont en pleine désislamisation comme les Français chrétiens avant eux, point par exemple sur lequel Léa Salamé était en total désaccord avec vous lors de votre passage dans On n'est pas couché, et avis critiqué et critiquable sur lequel nous reviendrons puisque cela se rapproche de votre dernier livre au cœur de la conférence d'aujourd'hui. Ensuite, dans votre livre La mondialisation malheureuse, vous définissez la mondialisation contemporaine comme, je cite, « une entreprise politique de prédation des ressources humaines et matérielles de la planète au profit d'une infime minorité de l'humanité. » Quelle angoisse. Il y a presque de quoi créer la 5e internationale pour défendre le prolétariat. Vous affirmez que les partisans de la mondialisation malheureuse sont des usurpateurs du véritable libéralisme, que la théorie du ruissellement est fausse. Un point sur lequel on s'accordera tous, les crises financières de plus en plus fréquentes sont dues à la déréglementation financière, à la déréglementation du système financier. Vous pensez que l'effondrement géopolitique des États-Unis au profit de la Chine est inévitable, que les tensions migratoires sont des conséquences des inégalités croissantes entre Nord et Sud, que les séismes politiques dans les pays du Nord sont un signe de basculement de la moitié de l'électorat dans le précariat. Vos solutions, l'étiquetage éthique des produits, le revenu universel, une relance keynésienne dans un cadre protectionniste ou encore une grande transition écologique. Enfin et surtout, votre livre dont nous allons parler aujourd'hui, Islamopsychose. Selon vous, nous avons tous une représentation complètement déconnectée de la réalité de la minorité musulmane de notre pays. Contre Manuel Valls, contre Gilles Kepel, contre Éric Zemmour et contre tant d'autres, vous avez le projet dans ce livre de détruire nos supposés clichés et de nous montrer la réalité. Dans un pays qui aurait souvent diabolisé et persécuté ces minorités, nous serions à un dangereux point de bascule où nous développerions une haine envers la minorité musulmane. Les peurs que nous avons seraient gonflées et disproportionnées par rapport à la réalité, de la radicalisation notamment. Ce serait à nous de changer pour avancer et mettre fin à la situation actuelle. Bref, nous serions les responsables de cette situation. Nous serions dans une caricature du musulman, comme nous sommes dans la caricature du jeune de banlieue, et il faudrait que cela cesse. Et c'est donc ce thème que nous allons aborder avec vous lors de cette conférence, pour savoir et comprendre si nous sommes effectivement dans une islamopsychose.
Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Bien. Je suis particulièrement ému de revenir ici car c'est la première fois que je remets les pieds sur ce campus depuis 10 ans. J'ai eu votre âge il y a quelques temps et j'ai beaucoup de sympathie et d'affection pour vous tous que je ne connais pas car j'ai été à votre place, littéralement à votre place. J'ai en particulier une affection particulière pour ceux d'entre vous qui se sentent paumés, même s'ils n'en parlent pas trop autour d'eux, qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Je voudrais leur dire que j'ai été l'un des leurs, que ce n'est pas grave, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'en fait c'est sain de se questionner sur ce qu'on va se faire de sa vie et que ce qui est un peu fou, c'est de savoir à 20 ans tout ce qu'on va faire dans les 20 prochaines années. La folie, elle est là. Et donc je les encourage à continuer à douter. Parce que qui sait, vous finirez peut-être politologue après avoir fait une école de commerce. J'en profite pour avoir une pensée affectueuse toute particulière pour l'un des enseignants de ce campus, qui s'appelle Michel Coster, qui dirige l'incubateur à EM Lyon, un grand bonhomme. Je lui dois énormément parce que je vous souhaite, comme ça a été mon cas vis-à-vis de lui, je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un qui fait dérailler le train de vos certitudes par rapport à ce que vous allez faire de votre vie. C'est parce que j'ai eu un entretien d'orientation avec lui quand j'étais à Lyon que j'ai commencé à me demander et si ce que je compte faire un jour, et si je le faisais tout de suite. Ça a vraiment, vraiment changé la suite de mon parcours professionnel, dans le sens de l'accomplissement, quoi qu'il m'en coûte, comment dire, je dirais pas de mes ambitions, je dirais de mes rêves. Et donc, je vous encourage à oser tenter accomplir vos rêves, quand bien même ça vous semblerait dingue aujourd'hui. Le prix à payer, c'est que c'est très dur, c'est très fatigant, et a priori, ça vous donne une situation où vos conditions financières risquent d'être instables. Donc c'est un choix. Est-ce que vous préférez la sécurité ou l'intensité? Voilà. Fin de la parenthèse liée à l'endroit où je m'exprime. À présent, j'en viens à mon propos. L'islamopsychose. Ce que j'appelle l'islamopsychose, c'est une représentation collective délirante que la société française, malheureusement dans sa majorité, se fait aujourd'hui de la population française de confession musulmane d'une part et de l'islam français d'autre part. C'est pour ça que j'ai appelé ça une psychose. Quelle est la différence pour moi entre l'islamopsychose et l'islamophobie? Pour moi, l'islamophobie est essentiellement une conséquence, un symptôme de l'islamopsychose. Parce que c'est une erreur de croire que ceux qui expriment des points de vue particulièrement haineux ou apeurés envers le fait religieux musulman en France, c'est une erreur de croire qu'ils le font par méchanceté foncière ou dans le but de propager la haine. Non. De leur point de vue, ils sont simplement dans l'expression de la réalité alors qu'il y a une grande conspiration pour vous cacher cette réalité. Parce qu'elle dérange, parce que le politiquement correct, parce que les médias sont islamo-gauchistes, etc., etc. Il faut bien comprendre que la plupart des prêcheurs de l'hostilité envers le fait religieux musulman sont des gens, sans mauvais jeu de mots, qui sont de bonne foi. Ils pensent sincèrement œuvrer pour le bien. Il faut bien comprendre ça. L'islamophobie, c'est-à-dire la peur et la haine envers tout ce qui peut se rapporter à l'islam, est une conséquence de l'islamopsychose, qui est une représentation faussée, délirante, donc au sens strict, de la réalité sociologique du phénomène. Je vais prendre, pour poursuivre, une phrase qui peut vous sembler normale et banale, tellement on en a l'habitude. La communauté musulmane doit se désolidariser des attentats. Vous avez tous... Ah, petit Larsen pour la route. La communauté musulmane, excusez-moi, doit se désolidariser des attentats. Cette phrase, c'est une infamie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Pourquoi c'est une infamie? Parce que ça veut dire que les Français de confession musulmane sont présumés coupables de solidarité avec le terrorisme jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas si vous mesurez la violence de ce propos.
D'abord, c'est une accusation qui est scandaleuse et qui est complètement stupide. Pourquoi complètement stupide? Parce qu'après chaque attentat, je dis bien chaque attentat, et au prochain attentat, je vous encourage à vérifier, sur Facebook, sur Twitter, etc., vous avez encore et encore une avalanche de messages de Français de confession musulmane avec « pas en mon nom »,« vive la République »,« non à la haine », etc., etc. Une avalanche. Et pourtant, à chaque fois aussi, vous avez un certain nombre d'intervenants, plateau radio, plateau télé, etc., qui arrivent en disant « vraiment, c'est inacceptable, il faut que la communauté musulmane se désolidarise des attentats ». À chaque fois. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu vérification d'un phénomène qui est absolument évident sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'écrasante désapprobation immédiate. Au fait, il y a une autre partie de la phrase qui pose problème. Quand on est républicain et sincèrement républicain. La communauté musulmane. Quand on est républicain, ça n'existe pas, excusez-moi, il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'existe pas des Français de confession musulmane qui se réunissent toutes les semaines dans un grand stade pour voter à main levée ce qu'ils décident en tant que communauté musulmane. Ça n'existe pas. Il n'existe pas non plus une structure représentative qui représenterait majoritairement les Français de confession musulmane. Ça n'existe pas non plus. Et j'ajouterais, quand on est républicain, il n'y a que des citoyens à égalité de droits et de devoirs vis-à-vis de la République, et qui sont par ailleurs de telle confession ou de telle orientation spirituelle, ou athée, ou agnostique, ou que sais-je. Mais il n'y a pas de communauté religieuse dans ce pays quand nous sommes républicains. Le fait de postuler l'existence d'une communauté musulmane est un raisonnement de communautariste. Et donc les communautaristes ne sont pas forcément où on l'imagine. Ceux qui ont un raisonnement qui essentialise et qui postulent des identités religieuses à tout bout de champ ne sont pas forcément où on l'imagine. Alors, j'insiste là-dessus, si je devais faire une comparaison picturale, dans l'expression « la communauté musulmane doit faire ceci, doit faire cela », etc., il y a en fait l'idée que les Français de confession musulmane, c'est un monochrome de Malevich, vous voyez. C'est carré musulman sur fond musulman, c'est un truc uniforme. Bon. Alors qu'en la réalité des Français de confession musulmane, ce serait plutôt un tableau impressionniste, c'est-à-dire que ça forme un tout qui a une cohérence, mais c'est une constellation de taches de diverses couleurs. En réalité, les Français de confession musulmane, ils sont divers dans leurs idées, ils sont divers dans leur situation sociale, ils sont divers dans leur rapport à la religion, dans leurs préférences sexuelles, etc., etc. Donc, postuler un grand bloc monolithe, c'est aussi stupide en réalité que tous ces délires sur le péril jaune à la fin du 19e siècle. Vous savez, les Chinois, c'est une espèce de grande vague grouillante, un océan de gens qui sont tous les mêmes et qui ont certaines caractéristiques psychologiques toutes identiques. Par exemple, les Chinois sont fourbes, vous voyez. Pardon, mais la communauté musulmane et communautariste, c'est du même niveau de profondeur d'analyse que les Chinois sont fourbes et les blondes sont stupides. Et le dire, ce n'est pas être politiquement correct, c'est souligner qu'une argumentation est stupide. Alors maintenant, quelques chiffres sur l'islamopsychose pour quantifier la gravité du problème. D'abord, le fantasme de raz-de-marée. À l'heure où je vous parle, les Français croient qu'en moyenne, un tiers de la population française est de confession musulmane. C'est 5 fois plus que la réalité. C'est la définition même d'un fantasme de raz-de-marée. Chiffre beaucoup plus grave, je crois, plus de la moitié des Français déclarent qu'ils réagiraient mal au mariage de leur enfant avec une personne de confession musulmane, en France, en 2017. Si ça vous rappelle d'autres époques, c'est normal. 3 Français sur 10, à peu près un tiers, croient sincèrement que la majorité de leurs compatriotes musulmans, j'ai bien dit la majorité, ne sont pas intégrés, et que s'ils ne sont pas intégrés, c'est de leur faute, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer. 3 Français sur 10, donc on est très au-delà du socle d'extrême droite qui a l'habitude de penser ça vis-à-vis de toutes sortes de catégories, vis-à-vis de toutes les minorités en fait. 4 Français de confession musulmane sur 10, 4 sur 10, ont déjà été insultés ou ont subi des remarques blessantes du fait de leur religion. Par exemple en pleine rue. 4 sur 10. Plus perturbant, 13% d'entre eux ont déjà été agressés physiquement du fait de leur religion. En France, en 2017.
je vais le répéter pour être sûr que ça imprime, un peu plus d'un Français de confession musulmane sur 10 en France en 2017 a déjà été agressé physiquement au moins une fois du fait de sa religion. J'ajoute que seulement 4 Français sur 10 croient qu'en général, leurs compatriotes musulmans vivent l'islam de façon compatible avec les valeurs de la République. Donc l'opinion majoritaire, c'est que quand on est musulman, en fait, on a des problèmes d'adhésion aux valeurs républicaines, a priori. Ce qui est faux, je vais y revenir. Pour continuer sur les mauvaises nouvelles, les 3/4 des Français, je dis bien les 3/4, croient que l'islam en général, hein, pas l'islamisme, pas le djihadisme, pas l'obscurantisme, non. Les 3/4 des Français croient que l'islam en général cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. Les 3/4. Après, vous avez 4 Français sur 10 qui croient que l'islam porte en lui des germes de violence et d'intolérance, qu'il y a quelque chose de foncièrement violent, intolérant, dangereux dans l'islam. Et puis vous avez enfin 2 Français sur 10 qui croient que la guerre contre les djihadistes, c'est une guerre contre l'islam en général. Donc en clair, on est dans une guerre de religion pour 1 Français sur 5. Ça, c'est pour que vous mesuriez bien la gravité de la situation. Alors, je vais en venir maintenant aux arguments clés utilisés quand on prêche l'islamopsychose, quand on ne se contente pas de l'éprouver, quand on la prêche. Il y a l'idée que l'islam est incompatible avec la République. C'est une idée notamment défendue par un certain Manuel Valls. D'ailleurs, il était tellement obsédé par ça pendant la primaire du Parti Socialiste qu'il a décidé d'en faire le thème central de sa confrontation avec Benoît Hamon au second tour de la primaire du Parti Socialiste. Il n'a pas choisi le chômage, il n'a pas choisi l'aggravation des inégalités, il n'a pas choisi les problèmes d'explosion de la pauvreté, il n'a pas choisi la colossale crise du mal-logement. Au second tour du scrutin de sa famille politique pour choisir le candidat pour devenir président de la République, il a considéré que le thème absolument central à avoir face à son adversaire, c'était l'islam. Plus précisément le port du voile, parce qu'il a fait la quasi-totalité du second tour là-dessus. En termes d'obsession, c'est très intéressant. Eh bien, lui vous a dit et répété que la question de la compatibilité de l'islam avec la République était posée. Alors, précision purement logique. L'islam français, en tant que phénomène sociologique, ça n'est pas une abstraction. C'est quelque chose de très concret. L'islam français n'existe chez nous qu'au travers de la façon dont les Français de confession musulmane vivent leur foi sur notre territoire. D'accord ? C'est logique. Donc, quand vous dites l'islam n'est pas compatible avec la République, vous êtes nécessairement en train de m'expliquer que les Français de confession musulmane ne sont pas compatibles avec la République, puisque l'islam n'existe qu'à travers eux. Alors c'est faux, je le précise, car les Français de confession musulmane, ils adhèrent aux valeurs républicaines dans leur écrasante majorité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais environ 80% des Français de confession musulmane sont favorables à la laïcité. Par ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez quelque chose comme les 3/4 ou 80%, le chiffre exact est dans le livre, des Français de confession musulmane qui sont pour l'égalité homme-femme. J'ai bien dit l'égalité homme-femme. Quant à l'idée que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer, alors vous aurez remarqué, quand moi j'en parle, je dis les Français de confession musulmane. Pourquoi ? Parce que je considère qu'une personne ne se résume pas à son étiquette religieuse. Les musulmans, je ne connais pas. Les Français de confession musulmane, je sais ce que ça veut dire, parce que un de leurs éléments de catégorisation et de définition, c'est qu'ils sont de confession musulmane, mais ils ne se résument pas à ça. Les résumer à ça, c'est supposer qu'il existerait une essence musulmane qui l'emporte sur tout le reste, et donc si vous êtes de confession musulmane, tout le reste dans votre vécu, dans votre parcours, dans votre cervelle, tout le reste est secondaire par rapport à une essence musulmane atemporelle, éternelle et surnaturelle, qui définit votre personnalité de manière prépondérante et qui sera identique à celle de votre voisin. Il y a une personnalité, et on retombe là dans les fantasmes de type péril jaune, mais là c'est péril musulman. Et donc, l'idée que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer, elle est fausse également. La preuve, 1/4 des Français de confession musulmane, et par ailleurs d'origine maghrébine, sont membres d'une association. 1/4, ce qui est quand même... Vous voyez, quand vous en êtes à 1/4 qui sont activement membres d'une association, c'est en sociologie un signe très clair d'intégration dans la société française. J'ajoute que 2% seulement sont membres d'une association religieuse, ce qui dément la thèse rabâchée et rabâchée d'une envie massive
de vivre dans un quant-à-soi religieux. Si le quant-à-soi religieux, la volonté d'être dans un entre-soi religieux était vraiment colossale, le taux d'adhésion aux associations religieuses devrait être énorme. Or, ce n'est pas le cas. Alors, autre élément qui est quasiment le même, les musulmans ne veulent pas s'intégrer. Alors, c'est faux également. Je ne vais même pas utiliser l'argument des mariages mixtes, parce qu'on entend souvent cet argument, donc je n'ai pas besoin de le redévelopper. Je me contenterai de rappeler que les Français sont champions d'Europe du mariage mixte. Donc il faudra qu'on m'explique comment des communautaristes peuvent pratiquer intensivement le mariage mixte, c'est totalement contradictoire. Non, je vais simplement rappeler que, et ça c'est une note qui est parue, j'ai eu beaucoup de chance, elle est parue alors même que j'étais en train de terminer d'écrire mon manuscrit, et là tombe une note de l'Institut Montaigne avec une enquête quantitative massive et très récente, donc puisqu'elle est sortie l'année dernière, pour voir où en sont les Français de confession musulmane en termes d'assimilation, d'intégration ou de attitude réfractaire. Alors, petit point de définition. L'assimilation, c'est quand... Alors d'abord, l'assimilation ne se décrète pas. L'assimilation est un processus, est un processus démographique et sociologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous pouvez avoir un certain nombre d'attributs qui sont étudiés notamment par l'ethnologie, qui vont être la langue que vous parlez, vos coutumes, notamment gastronomiques, vos mœurs, vos opinions sur les mœurs, les récits mythologiques auxquels vous vous identifiez le plus, etc., etc. Et tout ça forme une identité qui n'est pas évidemment une identité raciale, puisque la race n'existe pas. Je rappelle que la couleur de la peau n'indique que le taux de mélanine dans votre peau, et ça s'arrête là. En réalité, les caractéristiques ethnologiques qui permettent de définir une ethnie, au fur et à mesure que vous vous assimilez dans la société où vous vous trouvez, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que peu à peu, vous perdez les attributs de votre groupe ethnique d'origine. Et donc, moi qui vous parle, par mon père, je suis un breton désethnicisé. Pourquoi? Parce qu'à une époque, les bretons, au sens de l'ethnologie, c'était une ethnie. Ils avaient leur propre langue, ils avaient leur propre type physique, ils avaient leur propre récit légendaire, la cité Angloutidis, pour les connaisseurs, par exemple. Ils avaient leur propre gastronomie, etc., etc. Et quand vous mettez tout ça bout à bout et que vous regardez actuellement où ils en sont, eh bien, ce qui a été l'ethnie bretonne n'existe plus. Les Bretons sont désethnicisés, ils ont été assimilés. Ils ont été assimilés notamment à partir de quand? À partir de la politique massive d'unification des langues par la Troisième République. Eh bien, si on observe par l'ethnologie les gens qui ont des origines maghrébines, et plus précisément maghrébines arabes, parce que bon, vous avez les Arabes, vous avez les Amazirs, enfin c'est plus compliqué. Arabe égale maghrébin, c'est une simplification vraiment, vraiment abusive. Et donc, quand vous regardez ça, le processus d'assimilation, il est en cours. Par exemple, ça prend 2 ou 3 générations pour constater la quasi-disparition de la pratique d'une autre langue que le français dans le foyer. Et s'il y a un mariage mixte en cours de route, ça va encore plus vite. Et donc, l'assimilation, en fait, c'est l'alignement progressif des variables démographiques qu'on étudie sur le groupe, avec les variables de la population tout entière. C'est ça le processus d'assimilation. Ça ne se décrète pas, et j'ajouterais, ça ne s'empêche pas non plus. Vous ne pouvez pas empêcher l'assimilation sauf en mettant explicitement en place des politiques d'apartheid. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de se mélanger et de s'homogénéiser, c'est un processus sociologique qu'on observe partout, sauf dans les pays, comme aux États-Unis par exemple, où on a une société communautariste. Pour un esprit français et républicain, c'est très choquant d'être aux États-Unis parce que vous vous rendez compte que le discours communautariste est permanent et omniprésent. Y compris d'ailleurs dans leur production culturelle. Regardez les films, regardez les séries télé, etc., etc. Le fait d'être, au sens où on l'entend nous en France, communautariste, est quelque chose de non seulement normal, mais de considéré comme positif dans un pays comme les États-Unis. Vous voyez? Et donc je reviens à l'assimilation. Vous avez l'assimilation, l'intégration, parce que beaucoup de gens confondent. L'intégration, ça consiste simplement à garder l'essentiel de ses attributs ethnologiques, ethniques, si vous préférez, car l'ethnie n'est pas un gros mot. Ça consiste à conserver l'essentiel de ses attributs ethniques, mais à en retirer systématiquement tout ce qui est incompatible avec les valeurs dominantes de la société où vous vous trouvez. C'est ça, l'intégration. Et enfin, être réfractaire, c'est considérer que le système de valeurs, le système de mœurs, etc., dont on est porteur en arrivant, ou dont on est porteur par ses ancêtres, on considère qu'ils doivent rester supérieurs
à ceux de la société qui nous entoure, et donc on est en quelque sorte communautariste. Ça, c'est l'attitude réfractaire. Je rappelle que l'attitude réfractaire a été longtemps celle de toute une partie des Français de confession catholique vis-à-vis de la République française. Je pense à des mouvements comme l'Action française de Charles Maurras, je pense à des mouvements terroristes comme la Cagoule, qui voulaient rétablir en France l'équivalent d'un califat islamiste, mais dans sa version chrétienne, puisqu'eux voulaient rétablir une monarchie de droit divin. Et c'était au début du XXe siècle. Et ils posaient des bombes pour ça. Et pourtant, le processus d'assimilation vis-à-vis des nouvelles valeurs dominantes, les valeurs républicaines, s'est poursuivi. Et donc j'en viens à mon propos principal sur l'idée que les musulmans ne veulent pas s'intégrer. Eh bien, à l'heure où je vous parle, un peu moins de la moitié des Français de confession musulmane sont totalement assimilés, ou en voie d'assimilation quasi totale. Vous en avez un quart qui sont intégrés, et vous en avez un quart qui sont réfractaires. Et donc, j'insiste sur ce point, les 3/4 des Français de confession musulmane à l'heure où je vous parle sont déjà intégrés ou déjà assimilés. Les 3/4. C'est moins rapide que les Polacs, les Ritals, les Portos, les Espingouins, oui, car ils étaient appelés comme ça, car non, ils n'ont pas été bien accueillis, ça n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je dis ça parce que je suis polonais par ma mère. C'est un mensonge de dire que ça s'est bien passé à l'époque avec l'immigration d'Europe latine et d'Europe orientale. C'est un mensonge. Ça se tapait dessus à coups de barres de fer à la sortie des mines. Donc ce n'est pas vrai. Pourquoi le processus a néanmoins été plus rapide, non pas du fait de leur couleur de peau ou de je ne sais quelle identité chrétienne qui serait la même à toute l'Europe, c'est une méconnaissance des différences culturelles entre les différents pays, non pas pour cette raison-là, mais simplement parce que le chômage de masse a été moins durable et moins persistant, car il y a un facteur, ça n'est pas contestable, qui ralentit le processus d'assimilation, c'est le chômage de masse. Et donc quand vous regardez quelles catégories de Français de confession musulmane sont les plus réfractaires dans les catégories démographiques, vous constatez quoi ? Vous constatez que la variable qui fait augmenter le plus l'attitude réfractaire envers les valeurs de la République, c'est le chômage. C'est le chômage et c'est la position précaire dans le rapport à l'emploi si vous avez un boulot. Moralité, tous ceux qui ont une obsession de la réforme du culte ou du débat théologique par rapport à l'islam français, en fait se trompent de cible. Vous voulez 100% d'assimilation chez les Français de confession musulmane? Eh bien, la bonne réponse, c'est plutôt le plein emploi. C'est logique. Alors, une thèse absolument centrale dans le livre que j'ai écrit est ce que j'ai appelé la théorie de la haine. Je vais vous la résumer en quelques mots. Je constate que sur le temps long de son histoire, la France a alterné et alterne encore entre 3 attitudes vis-à-vis de ces minorités en général et de ces minorités religieuses en particulier. Il s'agit de l'acceptation, de la diabolisation et de la persécution. Et les 2 moteurs principaux qui déterminent dans quelle case elle est, la France, sont 1. Le niveau des tensions à l'intérieur de la société française prise dans son ensemble, et dans ce cas-là, une minorité risque de devoir servir de paratonnerre, et donc va servir de défouloir, de bouc émissaire, et donc tout ce qui va mal va lui être imputé. Et l'autre moteur qui favorise l'aggravation des tensions, c'est la sensation collective, généralement justifiée, d'être en déclin absolu ou déclin relatif en tant que puissance. Je vais vous prendre 2 exemples. C'est au moment où la France est encerclée et se sent dominée par l'empereur germanique Charles Quint que commencent sous François Ier les persécutions des protestants. 2e exemple, encore plus évident, la défaite de la France face à la Prusse en 1870-1871 a été une humiliation nationale. Une humiliation, un traumatisme énorme. Comment la société française a-t-elle géré ça? Une explosion colossale de l'antisémitisme, la dégradation solennelle d'un officier de confession juive place de l'école militaire et le fait de l'envoyer littéralement à l'île du diable. Si ça, ce n'est pas un exemple assez clair des mécanismes de diabolisation d'une minorité religieuse pour évacuer les tensions et chercher un coupable au déclin que l'on constate ou que l'on croit voir de son propre pays, si ça n'est pas un exemple suffisamment probant, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Or, le problème, c'est que, à l'heure où je vous parle,
les tensions à l'intérieur de la population française ne font que s'aggraver, principalement sous le coup de l'aggravation accélérée des inégalités qui est la conséquence du modèle de la mondialisation malheureuse que j'ai étudié dans un autre livre. Et d'autre part, le fait que pour des raisons structurelles à la fois géopolitiques et démographiques, la France ne va faire que continuer à décliner en tant que puissance. Et donc les deux moteurs sont allumés. Et donc ce n'est pas un hasard si à l'heure actuelle nous sommes au stade extrême de la diabolisation des Français de confession musulmane. Le problème, c'est que, me semble-t-il, nous sommes arrivés à un point de bascule entre la diabolisation et la persécution. Il y a là un réel danger. Mais, j'insiste aussi sur ce point, puisque c'était évoqué dans l'introduction tout à l'heure, je ne dis pas que la France, dans sa totalité, est dans cet état d'esprit, car depuis la Révolution française, nous faisons comme s'il y avait une seule France, alors qu'en termes de système de valeurs, il y en a deux. J'en profite pour avoir une pensée pour mon grand frère en matière intellectuelle, Emmanuel Todd, parce que là, je m'apprête à réutiliser sa grille de lecture sur les valeurs fondamentales liées à des systèmes anthropologiques et familiaux. Il y a en fait fondamentalement deux Frances en France. Il y a une France des valeurs égalitaires et il y a une France des valeurs inégalitaires. Il y a une France qui est dans un état d'esprit, dans un a priori de fraternité, et une autre qui est dans un a priori de hiérarchisation. Il y a une France qui considère qu'a priori on doit être tous égaux en termes de droits et de devoirs, et l'autre qui passe son temps à être différentialiste, y compris entre eux d'ailleurs, c'est amusant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de distinguer des sous-catégories, des sous-sous-catégories, des sous-sous-sous-catégories, etc., etc. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une bataille qui est une bataille des valeurs, même pas des idées, j'insiste là-dessus, c'est une bataille des valeurs, entre, en réalité, la France de la fraternité et la France de la haine. Le problème, c'est que du fait du traumatisme collectif qu'a ouvert la séquence historique du 11 septembre 2001, on a assisté à une ouverture des vannes en matière d'expansion des prêches de la France de la haine. Et de manière générale, la France de la haine tient beaucoup plus facilement le haut du pavé quand il y a des tensions extrêmes dans la société française et quand il y a une sensation collective de déclin. J'insiste également sur le fait que ce n'est pas particulier à la France. Le même modèle de théorie de la haine est à l'œuvre dans d'autres pays, avec des résultats différents puisque les cultures ne sont pas les mêmes. Je pense par exemple à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Alors, je voudrais, avant d'ouvrir la discussion, puisque j'ai promis de faire court, je ne sais pas à combien on est. On est à combien? J'ai déjà débordé ou ça va? Je suis à 20 minutes là? Ça va. Très bien. Je vais approfondir quelques autres points qui sont dans le livre et qui me semblent importants, mais je ne peux pas, par définition, vous résumer le livre entier en une demi-heure. Je vous prie de m'en excuser. Je voudrais insister d'abord sur le fait que l'une des thèses centrales de Gilles Kepel est complètement fausse et révèle une méconnaissance assez grave en matière théologique. Je m'explique. Gilles Kepel vous explique à longueur de livre et à longueur d'antenne qu'il y a un problème, comment dire, il vous parle d'islam radical. Et cette expression islam radical et radicalisation de l'islam a prospéré dans le débat public. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que si on appelle islam radical les problèmes de terrorisme, ça veut dire que plus on est musulman, plus on est terroriste. Ça veut dire que l'essence même de l'islam, c'est poser des bombes. Ça veut dire qu'être extrêmement musulman, c'est être extrêmement coupeur de tête. C'est ça que ça veut dire islam radical. On n'y fait pas attention. Alors, c'est quand même une accusation assez grave envers une religion. Et deux, en fait, d'un point de vue théologique, c'est faux. Pourquoi? Vous savez tous, je suppose, c'est même hautement probable, qu'il y a l'islam chiite et il y a l'islam sunnite. Concentrons-nous sur l'islam sunnite pour simplifier la démonstration. Il y a différentes écoles juridiques, appelons-les des courants pour simplifier. Ces différents courants n'ont pas la même lecture de l'islam. Et donc, d'un point de vue sociologique, il y a peut-être des croyants dans la salle, je parle d'un point de vue sociologique, j'insiste là-dessus. D'un point de vue sociologique, il n'y a pas un islam, il y a des islams. De la même manière, du point de vue sociologique, il n'y a pas une charia. Ah, ils veulent appliquer la charia. Laquelle? Laquelle? Il y a des charias. Alors, un croyant, j'insiste, pour ne pas être
comment dire, trop simpliste, un croyant vous dira il n'y a qu'une charia, c'est simplement qu'il y a des interprétations différentes et au sens strict il a raison. Bien. Sauf que si vous êtes radicalement malékite ou radicalement wahhabite, ça ne donne pas du tout la même chose. Si vous êtes radicalement malékite, en fait vous êtes un musulman radicalement progressiste, en particulier en matière de droits des femmes. En revanche, si vous êtes radicalement wahhabite, je confirme, vous êtes radicalement sectaire et la logique de votre vision de la religion peut vous entraîner facilement vers l'action armée de type terroriste. C'est vrai, dans le cas de l'islam sunnite wahhabite. Et donc, l'expression islam radical et la thèse de Gilles Kepel de la radicalisation de l'islam, ce sont des logiques qui supposent qu'on a un tronc, une gradation, un continuum, qui va du musulman culturel qui n'est plus musulman en réalité, c'est juste une origine dans sa vie. Et puis après, vous avez le musulman modéré qui en fait est quelqu'un qui n'est presque plus musulman et donc ça va, il est cool. Et puis vous avez celui qui est un peu plus musulman, bon, il est sympa mais il pratique quand même vachement beaucoup. Et puis il y a celui qui est encore plus, encore un cran et il y a le port du voile, ou la barbe, etc. Et puis le stade ultime de ça, si vous êtes vraiment, vraiment du type à porter la barbe ou le voile, au bout de ça, vous avez le fait de poser des bombes. Parce que le stade ultime de l'islam, le plus radical, c'est poseur de bombes. Et cette thèse est fausse. Cette thèse est fausse. Par exemple, vous avez des branches, pour prendre un cas extrême, vous avez des branches du salafisme qui sont foncièrement non violentes. Par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je prends un cas extrême, puisque salafisme a été un terme à la mode qu'on a commencé à lancer un peu n'importe comment, sans même s'intéresser à ce que ça peut vouloir dire. Donc j'insiste sur le point que, sur ce point-là, nous n'assistons pas à la radicalisation de l'islam. Nous assistons simplement à la manifestation sous forme de violence armée d'une branche de l'islam qui a existé dès ses origines et qui a toujours été minoritaire. Pour les connaisseurs, ça va leur faire plaisir parce que là je fais une petite parenthèse historique, ça ressemble un peu à un troisième courant qui existait à l'origine de l'islam, qui était les Kharadjites. Il est plus connu que le gendre de Mohammed, et non pas Mahomet. Il est plus connu que le gendre de Mohammed, Ali, a été assassiné à un moment donné, mais il est moins connu qu'il n'a été assassiné ni par des chiites ni par des sunnites. Il a été assassiné par une troisième branche qui était en réalité une branche intégriste et violente armée. J'insiste aussi sur le fait que l'islam véhiculé par l'Arabie Saoudite, donc l'islam wahhabite, véhiculé également par le Qatar et par d'autres puissances du même ordre, cet islam est minoritaire parmi les gens de confession musulmane dans le monde. Et donc, la vision la plus répandue à l'heure actuelle dans la représentation collective qu'on se fait de ce qui est l'islam le plus pur, eh bien en fait non, c'est juste l'islam saoudien. Et donc c'est prendre un cas spécifique et en faire une généralisation. C'est très intéressant d'ailleurs de lire Soumission à cet égard, parce que Michel Houellebecq, on en pense ce qu'on en veut, mais il a réussi à vraiment mettre des mots sur un fantasme collectif de notre époque qui est vraiment délirant, c'est-à-dire la France s'islamise et donc ça donne une version française de l'Arabie Saoudite. Alors il faut vraiment, ça suppose que 5% de la population réussissent à subvertir les 95% qui restent. Et ça suppose en plus qu'ils adhèrent massivement à une branche de l'islam qui, à l'heure actuelle, est minoritaire en leur sein. Donc en fait, doublement ça ne tient pas. Alors, Gilles Kepel encore pose un autre problème, c'est ce que j'appelle la reductio ad islamum. J'appelle reductio ad islamum la tendance à mettre l'islam comme cause d'un problème ou d'un phénomène alors qu'on n'a aucune preuve de ça et qu'on a même des preuves du contraire. Je vous prends un exemple, il vous explique que les révoltes urbaines de 2005, il y a un moteur mineur qui est la mort de Ziad Ebouna dans le transformateur électrique, et il y a un moteur majeur qui est en fait le moment où ça démarre vraiment, c'est marqué dans Terreur dans l'Hexagone, dans le bouquin de Kepel. Le moment où ça décolle vraiment, c'est le moment où il y a un jet de grenade policière qui accidentellement atteint la mosquée de Clichy-sous-Bois. Et là, ça part vraiment. Alors, vous avez un rapport des renseignements généraux, qui ne sont pas vraiment un repère de gauchistes, à ma connaissance, qui vous explique l'année même des révoltes urbaines,
qu'il n'y a pas de moteur religieux, qu'il n'y a pas de prédominance de telle ou telle catégorisation ethnique ou religieuse, et que les mouvements religieux qui peuvent être présents dans les banlieues sont passés à côté des révoltes urbaines et qui ne sont absolument pas à leur origine. Vous avez également, beaucoup plus simple comme contre-argument, le fait que, et j'attire votre attention sur cette amnésie collective de notre société, les révoltes urbaines, ça n'a pas commencé en 2005. Les révoltes urbaines au sens moderne du terme, ça a commencé à la toute fin des années 70 et au tout début des années 80. Vénissieux, Vaux-en-Velin, etc. Et si vous faites l'historique des révoltes urbaines, ça pète à peu près tous les 3-4 ans. Alors dans des proportions variées, certes, mais quand même, ça existe depuis des années. Et quel est le point commun entre toutes les révoltes urbaines? Je dis bien entre toutes les révoltes urbaines, et il n'y a pas d'exception à ce que je dis. Le point commun, c'est qu'il y a un jeune de banlieue qui n'a pas la peau blanche, qui a été soit grièvement blessé, soit tué, dans une altercation avec la police. Ce déclencheur est systématique, avant 2005. Et ce déclencheur continue à être présent après 2005. Adama Traoré, par exemple. Théo, autre exemple. Et donc, vous avez systématiquement une relation très claire de cause à effet avant, sur plus d'un quart de siècle. Et vous avez cette relation automatique de cause à effet qui continue après 2005. Et néanmoins, Gilles Kepel, chercheur, universitaire, vous dit quoi? Vous dit, non mais là c'est l'islam. Non, ça ne marche pas. Quand vous avez un historique aussi clair de lien de cause à effet, il n'y a aucune raison de faire ce parti pris, sauf si vous êtes dans la réduction ad islamum. Autre argument, et j'en resterai là sur la question donc, des banlieues, Gilles Kepel vous explique, dans le même livre, que l'islam devient visuellement le marqueur dominant dans nos banlieues. Et donc, le phénomène dominant chez cette population, c'est la montée d'un islam communautariste, affiché, port du voile, barbe, etc. Alors, il se trouve que j'ai fait du terrain en la matière, puisque j'avais fait un bouquin spécifiquement sur les jeunes de banlieue, comme vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de le rappeler. Je conteste formellement cette présentation des choses, pour une raison très simple. Oui, le marqueur vestimentaire d'une certaine catégorie d'islam se développe, c'est pas contestable. Mais il se développe beaucoup moins que d'autres marqueurs vestimentaires qui, eux, sont dominants. Les marques consuméristes. Le marqueur dominant vestimentaire qui se développe à une allure folle chez les jeunes de banlieue, de toutes origines et de toutes couleurs de peau, c'est DNG, c'est NY, pardon pour la prononciation, je ne suis pas de la même génération, donc je ne connais pas vraiment ces marques, les doudous de North Face, etc., etc. Donc le marqueur vestimentaire, en réalité, considérer que c'est un phénomène dominant, c'est, comme souvent chez Gilles Kepel, ne pas prendre la peine de quantifier de manière rigoureuse quel est le phénomène marginal et quel est le phénomène massif. Et l'islamopsychose repose en particulier sur ce problème-là, ce biais de raisonnement, avoir le nez collé sur le phénomène marginal et passer à côté du phénomène massif. Y a-t-il du communautarisme musulman en France? Oui. Oui. C'est quantitativement minoritaire. Y a-t-il de la sympathie chez les Français de confession musulmane envers le djihadisme, l'obscurantisme, l'islam saoudien, etc. Oui. C'est marginal. Quel est le phénomène majoritaire? L'assimilation républicaine. Il faut quantifier les problèmes dont on parle. Dernier point avant qu'on en discute. La laïcité. La laïcité, au sens de la loi de 1905, c'est un principe de neutralité et de non-ingérence de l'État, des services publics, des fonctionnaires, des administrations, envers les opinions en matière de spiritualité. Ce qui inclut aussi bien croire, ne pas croire, être agnostique, hésitant, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que l'État ne finance aucun culte, ça veut dire que l'État ne favorise aucun culte. Ça veut dire que quand vous avez une demande au motif de votre religion, l'État, en fait, il ne peut pas y accéder parce qu'il est daltonien, il ne voit pas votre religion. C'est ça que ça veut dire. L'État est intentionnellement daltonien envers les religions et même envers les opinions spirituelles en général.
C'est ça. Et ça n'est pas plus et ça n'est pas moins. Et ça veut dire aussi que nul ne peut vous forcer à ne pas pratiquer votre religion et nul ne peut vous forcer à pratiquer une religion. La laïcité de 1905, c'est ça, pas plus, pas moins. Ça n'a jamais été, en tout cas pas en 1905, ça n'a jamais été la neutralité spirituelle des usagers. Ça n'a jamais été la neutralité spirituelle des habitants. Les habitants sont libres de leur conscience et ils sont libres de s'habiller comme ils veulent. Quel que soit le message politique ou spirituel véhiculé par le vêtement qu'ils portent. Je peux être en désaccord fondamental avec tel ou tel vêtement. C'est une chose. Je peux en débattre et dire que, au nom de telle ou telle valeur, on ne devrait pas porter ce vêtement. C'est une autre chose. Mais dire il faut donc interdire le port de tel vêtement, c'est quand même franchir un sacré palier qui n'existe que dans d'autres pays où il y a la police des vêtements, je pense par exemple à l'Iran. Et 2, c'est rentrer dans quelque chose qui avait déjà été prévu par Aristide Briand, qui avait dit dans le débat de la loi de 1905, quand on lui a proposé pendant le débat, parce que c'était lui le rapporteur du projet de loi de 1905, on devrait peut-être interdire la soutane dans la rue. Il avait dit 1, c'est de l'intolérance religieuse, et il avait dit 2, vous savez que si vous faites ça, ils vont juste trouver un autre costume pour remplacer la soutane. Et donc, 2, on va s'exposer au ridicule. Devinez ce qui s'est passé quand on a commencé à interdire les vêtements religieux aux usagers. Ils ont commencé à porter autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interdire les bandanas au collège? Vous allez interdire les jupes longues? Ok, je vous préviens, ils vont trouver autre chose. Et donc, 1, ça ne marche pas, et 2, on va s'exposer au ridicule d'éditer tous les ans un catalogue qui va s'épaissir au fil des ans des tenues interdites. C'est une dénaturation profonde de la laïcité de 1905. Et donc, 2 objections fondamentales à ça. La première objection, c'est la pratique actuelle chez toute une partie du paysage intellectuel et politique français, la pratique de la pseudo-laïcité. La pseudo-laïcité, c'est j'invoque la laïcité, qui est normalement un principe de neutralité, mais en fait, ce que je suis en train de promouvoir, c'est un principe d'intolérance envers les manifestations du fait religieux dans l'espace public. Or, ce n'est pas ça la laïcité. Et je multiplie ça et je dis ça à tout propos. Un jour, je le dis pour les entreprises, un jour, je le dis pour l'université, un jour, je vais le dire pour les meetings, un jour, je ne sais pas, et ainsi de suite, pour bannir l'expression du fait religieux en général et d'un fait religieux en particulier dans l'espace public. Le problème que ça pose, c'est que c'est un mécanisme de dénaturation, de défiguration de la laïcité. Donc ça, c'est, ce qui me semble être le premier point qui pose vraiment souci à cet égard. Et le deuxième point qui me pose problème, c'est la tartufferie. Les mêmes qui vous disent, en étant obsessionnellement fixés sur l'islam, les mêmes qui vous disent encore et encore, je défendrai jusqu'à la mort la laïcité s'il le faut, c'est marrant, je ne les entends pas sur l'Alsace-Moselle. Vous êtes au courant qu'il y a à peu près 4 millions de personnes dans ce pays qui échappent tous les jours à la laïcité, en toute impunité. Je parle bien sûr des habitants d'Alsace-Moselle parce que c'est sous concordat. Je parle bien sûr des habitants de la Guyane, car en Guyane, l'évêque est un fonctionnaire de catégorie A et les prêtres sont des fonctionnaires de catégorie B. Je parle d'un certain nombre de territoires d'outre-mer qui ont des statuts dérogatoires qui font qu'à l'heure où je vous parle, la laïcité ne s'y applique pas et pourtant, je n'entends pas du tout Elisabeth Badinter ou d'autres sur ce sujet. Autre forme de tartufferie, quand ce n'est pas sur la laïcité, l'invocation de la valeur de l'égalité homme-femme. Bon. Dans ce cas-là, pourquoi je n'entends jamais, mais je dis bien jamais les mêmes, sur les violences faites aux femmes, sur les agressions sexuelles au travail, sur les agressions sexuelles dans la vie de couple, sur ce qu'on peut appeler le viol conjugal, etc., etc. Je rappelle que que la population atteinte par ça, dans la population féminine, ça se compte en centaines de milliers. Eh bien, ces vaillants défenseurs de l'égalité homme-femme, je les entends courageusement se battre contre le port du voile, mais je ne les entends jamais sur ces thèmes-là. Il me semble qu'il y a un problème de priorité. Enfin, petite marotte personnelle,
Il y a une énorme incompatibilité avec la laïcité qui se développe en toute impunité depuis quelques décennies, quelques siècles même, non, quelques décennies, soyons rigoureux. Vous êtes au courant qu'il y a des jours fériés en France pour motifs religieux? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le calendrier de la République française laïque, il y a un jour férié pour fêter le fait que Jésus est ressuscité. C'est lundi de Pâques. Vous avez un autre jour férié dans le calendrier de la République française laïque, parce qu'il est monté au ciel. Et puis vous en avez un parce que sa mère est montée au ciel. Et puis vous en avez un pour fêter tous les saints du calendrier chrétien, enfin catholique pour être tout à fait précis. Vous en avez un pour fêter la naissance de Jésus, etc., etc. Il me semble que c'est une énorme incompatibilité avec le principe de laïcité qui suppose la séparation des églises et de l'État. Et donc j'aurais une suggestion toute simple. Pourquoi ne pas remplacer les jours fériés catholiques par des jours fériés républicains? Je pense au jour de l'obtention du droit de vote pour les femmes. J'aimerais que ce soit un jour férié à la place du lundi de Pâques, personnellement. Je pense au jour de la première abolition de l'esclavage, je pense au jour de l'abolition des privilèges. Je pense que ça aurait plus de sens pour beaucoup plus de monde, sans bien sûr avoir le moindre problème envers l'expression de la foi chrétienne, puisque je suis moi-même chrétien. Donc je livre ces quelques éléments à votre réflexion, et j'ajoute un élément pour ceux d'entre vous qui relèveraient plutôt de la France de la fraternité. J'ai envie de vous dire, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire d'abord parce que c'est votre devoir, et ensuite ne lâchez pas l'affaire parce que dans l'histoire, le vent tourne. Et le vent tourne parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui ne lâchent pas l'affaire. Et s'il y en a parmi vous qui sont plutôt du côté de la France de la haine, je voulais juste vous dire, c'est nous qui allons gagner. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages et pour ces prises de position qui, je pense, ne vont pas faire réagir la salle. En tout cas, avant, on avait relevé un certain nombre de questions qu'on souhaitait vous poser. La régie, s'il vous plaît, du son sur le micro noir. Merci. Voilà. Impeccable. La première opposition, parce qu'elle semble réellement structurante au point que vous ayez décidé de terminer, sans passer dans l'attaque ad hominem, de cette France égalitaire et de cette France inégalitaire et hiérarchique que vous décrivez. Quelles en sont aujourd'hui, selon vous, les expressions politiques? Passez-moi votre micro, ça ira. Oui, voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Bien. Donc votre question c'est, est-ce que vous pourriez balancer? Bien. Un exemple de confrontation entre un prêcheur de l'islamo-psychose et quelqu'un qui n'est pas dans ce registre-là, donc un clivage très clair, c'est le second tour de la primaire du Parti Socialiste. Le débat de second tour m'a énormément surpris parce que je ne m'attendais pas, comment dire, j'avais déjà fini d'écrire le manuscrit, j'avais déjà fini de théoriser la théorie de la haine, le concept d'islamo-psychose, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce que Manuel Valls aille jusqu'à faire sa campagne entière de second tour de la primaire du PS que là-dessus. Alors, intellectuellement, j'étais content, puisque quand vous essayez de faire des théorisations, vous êtes très content quand vous constatez que vos théories collent à ce qui se passe. Après, d'un point de vue civique, j'étais consterné, parce que je me disais, la situation est vraiment à ce niveau de gravité. Et en face de lui, vous aviez Benoît Hamon qui était dans l'expression la plus claire possible d'un point de vue républicain et laïque sur le même phénomène. Puisqu'il a rappelé, il n'est pas parti dans, comme ça arrive chez une partie des gens, j'insiste là-dessus, il y a une partie des gens qui prennent la défense des Français de confession musulmane, qui partent dans un communautarisme à front renversé. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair, je crois que oui. Et donc, qui en réalité, parce que vous savez, dire a priori les musulmans posent problème, c'est du communautarisme. Marine Le Pen est communautariste, ça me semble assez clair.
Dire les musulmans posent a priori problème, c'est du communautarisme. Dire les musulmans a priori sont tous des gens formidables, c'est du communautarisme aussi. Moi, mon propos n'est pas de dire, et ce n'est pas ce que je dis dans ce livre, mon propos n'est pas de dire, en bloc, les musulmans sont ceci ou cela. Je dis, les Français de confession musulmane sont divers à tout point de vue, socialement, économiquement, démographiquement et dans leur rapport à la spiritualité. Et donc, la généralisation qu'on fait, 1, elle est fausse, et 2, elle est délirante, et 3, elle est haineuse. Mais donc j'ai été surpris de voir, agréablement, de voir que Benoît Hamon, de son côté, alors qu'il est souvent attaqué depuis plusieurs années sur le, comme quoi il serait plutôt complaisant vers le communautarisme, on entend beaucoup ce type de discours. Eh bien, dans le débat de second tour Valls-Hamon, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'expression très claire d'une vision islamo-psychotique en face de l'expression très claire d'une vision qui, elle, est la France fraternité, ce que j'ai appelé donc la France de la fraternité, mais la fraternité, j'insiste là-dessus, républicaine. Pas laxiste, simplement républicaine. Donc ça, c'est des exemples que je pioche à gauche. Après, à droite, en gros, vous voulez que je reste sur la politique ou je vous prends des exemples dans le champ intellectuel? Parce que ça marche aussi. Hein. Si vous voulez. Pour varier un peu, peut-être. Il me semble qu'Éric Zemmour est un exemple très clair de prêche islamo-psychotique. Il est allé jusqu'à dire des choses extrêmement graves et relevant du pénal, et d'ailleurs, il a été condamné à plusieurs reprises, si ma mémoire est bonne, au moins une fois, quand il avait envisagé le fait de foutre dehors, les Français de confession musulmane, dans une interview à un journal italien. Donc ça me paraît un très très bon exemple dans le paysage, alors sinon intellectuel, au moins éditorialiste. Et puis vous avez des cas qui sont quand même inattendus, par exemple quelqu'un qui normalement est un intellectuel, pour le coup, est un intellectuel, un philosophe, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Vous avez un philosophe qui est Pierre Manant, qui est d'une école plutôt la philosophie libérale au sens du libéralisme intellectuel. Et il vous fait une théorie entière de ce qu'il faut faire vis-à-vis des musulmans, et en fait son raisonnement entier est communautariste. Et donc ça c'est un exemple d'intellectuel qui, de mon point de vue, étonnamment perd pied, puisqu'il imagine les musulmans en vrac, en bloc, par rapport à la France qui a une identité chrétienne, et la France qui a une identité chrétienne doit préparer un aménagement intercommunautaire. C'est son bouquin « Situation de la France ». Et là, on est dans l'islamo-psychose parce qu'il imagine un bloc, les musulmans. Mais en opposant ainsi la France de la haine d'un côté et de l'autre côté la France de la fraternité, est-ce que c'est pas un moyen un peu simple d'éliminer vos adversaires de manière assez inéquitable peut-être? Non. Est-ce que vous pouvez détailler? Voilà, c'est ça le problème avec les questions fermées, c'est que je peux m'en sortir comme ça d'un point de vue rhétorique. Donc, parenthèse. Mais je décris plus exactement les divergences idéologiques fondamentales entre la France de la fraternité et la France de la haine dans l'épilogue du livre. Il y a des différences idéologiques objectives, au niveau des valeurs. Par exemple, et je les décris. Alors pourquoi je les appelle comme ça? Parce que l'essentiel des manifestations d'intention du côté politique de la part de la France de la fraternité, c'est une intention d'inclusion. Alors que du côté de la France de la haine, l'intention principale, c'est l'intention d'exclure, y compris en invoquant des motifs très généreux, mais c'est c'est de la dialectique orwellienne. Je vous prends un exemple. Vous savez pourquoi on veut les foutre dehors? Parce qu'ils seraient tellement plus heureux chez eux. Vous voyez, c'est ce type de rhétorique. Mais il n'empêche que l'intention fondamentale est une intention d'exclusion. Donc, si j'utilise un terme beaucoup plus technique, si vous voulez, on a affaire à une France qui est fondamentalement égalitariste au sens de l'intention d'égalité, et on a une France qui en face est différentialiste, c'est-à-dire qu'elle cherche sans arrêt dans la population des motifs de différenciation et de hiérarchisation. Et quand vous êtes dans la hiérarchisation des gens à partir de critères que vous décidez, et que vous enfermez les gens dans des cases qu'ils le veuillent ou non, voyez, dont ils ne peuvent pas sortir, vous êtes dans le registre de la haine, puisque vous êtes en train de vouloir mettre en place une démarche qui est celle d'une société de caste. Marine Le Pen a beau, par exemple, usurper le vocabulaire de la République, de la laïcité, etc.
c'est quand même quelqu'un qui vous dit qu'il faut défendre la laïcité, mais qui la dénature en vous disant que ça consiste à interdire les signes religieux dans l'espace public, ce qui n'est pas la laïcité. Et qui, dans le même temps, quand vous l'interrogez sur ses contradictions en matière de référentiel religieux, vous dit oui, mais là, ça compte pas parce que ce sont des racines chrétiennes. Tout en vous disant qu'il ne faut pas accueillir les réfugiés, ce qui, par rapport au message de devoir envers les plus humbles de quelqu'un comme, par exemple, je ne sais pas moi, Jésus de Nazareth, il y a une certaine contradiction, si vous voulez. D'invoquer les racines chrétiennes et d'être contre l'accueil des réfugiés, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Vous voyez ? Donc, pour répondre à votre question, il me semble que la qualification France de la fraternité, France de la haine, si, ça s'explique très bien par les divergences idéologiques dans le rapport à celui que je considère, à tort ou à raison, comme différent. Alors justement, il y a un moment où ils vont vous laisser poser des questions, je crois. Oui, c'est prévu. Oui, donc justement, vous parlez de ces racines chrétiennes mentionnées notamment par Marine Le Pen, mais par d'autres, y compris d'autres qui ont des propos moins extrêmes. Et ça fait assez bien le lien avec la mesure que vous proposiez à la toute fin de votre exposé. Ma question sera la suivante. Est-ce que c'est pas placer, là encore, la République telle qu'elle existe depuis sa conception comme valeur suprême, et là aussi faire une sorte de hiérarchie, et finalement, ce que vous direz les personnes, je pense notamment à certaines personnalités à droite, faire preuve de négationnisme vis-à-vis du passé de la France. Alors, je vous arrête tout de suite. Le négationnisme, ça concerne le génocide. Je vous arrête tout de suite là-dessus. Autant pour moi sur cette erreur de langage. Non, parce que sinon après... Non, mais vous m'en excuserez, c'était pas mon intention, mais le fait de passer au-delà de cet héritage chrétien qui existe. Alors certes, on l'a bien compris chez vous, la France telle qu'elle est aujourd'hui est une nation, on va dire, composite, mais qui a quand même des origines qui sont dominantes. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais essayer d'être précis sans être en même temps trop long. D'abord, je n'ai pas d'hostilité ni envers le fait religieux chrétien, ni envers les gens qui sont de confession chrétienne, puisque ça supposerait que je sois hostile envers moi-même, puisque je suis chrétien. Premier point. Deuxième point, quand je m'amuse, parce que c'est un amusement intellectuel pour le coup, tellement ce qui est exprimé en face est pauvre, quand je m'amuse à demander « mais qu'est-ce que vous entendez exactement par racine chrétienne ?», j'obtiens invariablement les églises, les clochers et Noël, enfin bref, le folklore. Au sens strict, c'est du folklore, ça. Hein. C'est pas de la foi, ça c'est du folklore, c'est des rites, mais des rites au sens superficiel du terme. Je vous rappelle que quand il y a des rites religieux, en fait, ils sont la manifestation de certaines valeurs profondes, et le fait d'accomplir le rite manifeste votre adhésion à ces valeurs profondes. Voyez ? Et donc, si vous ne pouvez définir comme racine chrétienne que les églises et les rites dans leur surface, en fait, vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un pharisien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pharisien ? Dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth, je suis incollable sur le catéchisme. J'en ai fait pendant 7 ans, donc bon, bref. Alors, les pharisiens, ce sont des gens auxquels Jésus de Nazareth reproche le fait de ne s'intéresser qu'à la pratique très ostentatoire des rites pour se la péter, et en même temps ne pas du tout appliquer les valeurs religieuses dans leur vie quotidienne, et notamment les valeurs de solidarité, de charité, etc. Et donc, en fait, il les traite de tartuffes, je résume. Eh bien, pour moi, des gens comme Marion Maréchal Le Pen, ce sont de nouveaux pharisiens. Parce qu'ils sont obsédés par les racines chrétiennes sous forme folklorique, mais ils sont en infraction permanente envers les valeurs les plus fondamentales du christianisme. Ça, c'est le premier point, sur les usurpateurs des racines chrétiennes. Deuxième point, l'existence d'un héritage chrétien. Mais moi, je n'ai absolument pas à contester ça, je veux dire, ce serait absurde. Mais j'aimerais qu'on soit rigoureux quand on définit l'héritage chrétien. C'est-à-dire que si on parle de patrimoine architectural, je ne vois pas où est le débat. Personne ne conteste l'existence de ces bâtiments et personne n'envisage de les raser. Donc il n'y a pas de menace sur le patrimoine architectural chrétien. Il n'y a pas de menace non plus, à ma connaissance,
sur le fait que les gens qui sont restés de confession chrétienne puissent continuer à exercer librement leur culte. Vous voyez? Et il n'y a pas de contestation de la réalité du fait que la France a été un royaume où la religion d'État a été le christianisme. Personne ne conteste ça. Donc, où est exactement la négation de l'héritage chrétien? Il faut qu'on m'explique. En revanche, notre héritage, comme n'importe qui hérite de n'importe quoi, on en fait ce qu'on en veut. Sinon, l'argument de l'héritage permettrait de justifier les sacrifices humains, puisque dans nos racines, il y a aussi les sacrifices humains, à l'époque des Gaulois. Ah, c'est pas pareil. Ah bah, si l'argument c'est l'héritage, l'argument de l'héritage, ça vaut pour tout ce dont on a hérité. Nous faisons le tri, donc nous faisons bien le tri dans ce dont nous héritons. Donc nous sommes bien souverains pour modifier notre rapport à notre héritage. Et je rappelle qu'un certain nombre des jours fériés que nous avons, puisque c'est ça à quoi vous faisiez référence, un certain nombre de nos jours fériés, en fait, ne sont des jours fériés que très récemment. Ça n'existe pas depuis, tous les jours fériés n'existent pas depuis des temps immémoriaux. J'ajoute, pour terminer, que certains de nos héritages sont en réalité des héritages composites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais prendre juste deux exemples. Noël, c'est un remake des Saturnales, c'est-à-dire en fait des fêtes païennes encore plus ancestrales, et donc en fait c'est un héritage romain, mais romain antérieur à l'imprégnation par la culture grecque. Donc c'est vous dire à quel point ça remonte à encore plus loin, et c'est pas du tout des racines chrétiennes au sens proche oriental du terme, d'une part. Et autre exemple que je peux vous prendre, sur le système de valeurs du christianisme d'aujourd'hui, en fait, l'essentiel du système de valeurs morales et de la logique générale date d'une relecture complète du dogme qui a été faite par quelqu'un qui a été, c'est intéressant, excommunié, puis réintégré, puis canonisé. Je ne sais pas si vous étiez au courant, hein. Un des grands-pères de la doctrine de l'Église catholique a été excommunié, réintégré, canonisé. C'est saint Thomas d'Aquin. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, quel est son apport? En fait, il a repompé toute la philosophie grecque et l'a réincorporée sous forme catholique. Et donc, quand on dit héritage chrétien, si on part dans la philo, moi je veux bien, mais en fait, c'est un héritage qui, si on remonte aux sources des sources, en fait, c'est l'héritage grec, encore lui. Et donc, je veux bien qu'on parle d'héritage, mais il faut être rigoureux. Et l'héritage, encore une fois, juste l'héritage, en fait, on en fait ce qu'on veut. Et donc, si on est dans un référentiel républicain dans lequel on a décidé, c'est pas moi qui l'ai décidé, dans lequel on a décidé en 1905, la laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière d'orientation spirituelle, dans ce cas-là, l'État ne peut pas avoir des jours fériés qui correspondent aux fêtes religieuses des uns et pas à celles des autres. C'est une rupture de neutralité, c'est une incohérence, et donc c'est quelque chose qu'il faut modifier, à mon avis. Et quitte à modifier, autant prendre des événements importants dans notre vécu républicain à tous, et j'ai cité entre autres le fait de faire un jour férié, par exemple, pour l'obtention du droit de vote des femmes, l'abolition des privilèges, etc. Donc non, je ne pense pas que ce soit différentialiste, au contraire, ça réinclut tout le monde. J'aimerais continuer sur les jours fériés. Donc, d'un côté, alors, je voudrais préciser pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, les propositions que je fais dans le bouquin ne se résument pas à proposer la républicanisation des jours fériés. Il y a beaucoup d'autres propositions. Il y en a en moyenne 3 ou 4 par chapitre. Je précise, hein, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un essai sur les jours fériés, qui est un point assez mineur dans le livre. Je vais justement introduire un autre point. Donc d'un côté, vous voulez déchristianiser les jours fériés, et en même temps de l'autre, dans votre livre, Islamopsychose, cela ne vous gêne pas que le calendrier républicain s'adapte à l'Aïd, notamment concernant les rattrapages scolaires. Du coup, je me demandais quelle est votre logique de ce point de vue-là. Alors en fait, c'est pas que ça me gêne pas, c'est que on ne peut pas mettre sur le même plan le calendrier qui s'applique à tous. Il y a un problème si je peux me permettre, il y a un problème de logique. Il y a un cas où on parle des jours fériés qui s'appliquent à tous, et il y a un cas où on est sur est-ce qu'on peut s'adapter ou pas au contexte d'affaiblissement qui est un état objectif, au contexte d'affaiblissement physique des candidats induit par telle ou telle pratique, et donc on ne va pas leur mettre les épreuves à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a un cas où il faut qu'on traite tout, il ne faut pas introduire, une rupture de neutralité par rapport aux principes qu'on a soi-même adoptés, et l'autre qui est, matériellement, on a une situation où un certain nombre de candidats vont être affaiblis physiquement par rapport aux autres. Vous voyez? Donc, je comprends bien j'ai bien compris votre question.
La question c'est, est-ce que mon raisonnement est à géométrie variable? Et je vous réponds non sur ce point-là. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, dans les deux points, concernant l'Aïd ou concernant la déchristianisation, enfin les jours fériés chrétiens, Oui, la républicanisation des jours fériés. Ouais. Cela porte atteinte à votre définition de la laïcité. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur le... Oui, oui, j'entends bien. Mais le critère utilisé dans le cas du ramadan, le critère utilisé, c'est l'état de faiblesse physique des candidats. C'est là qu'est la différence. Et je prends un autre exemple qui est un peu dans la même logique, les menus à la cantine. Les menus à la cantine, le fait de mettre un repas de substitution quand il y a du porc, je suis totalement contre ça. Pourquoi? Parce que, par définition, c'est un service public qui accepte de se plier à une exigence pour motif religieux. Voilà. Ça, c'est incontestablement, quelle que soit la façon de le prendre, le motif est incontestablement une requête religieuse, et donc un service public ne peut pas faire ça, ni à l'école, ni à l'hôpital public d'ailleurs. Mais, en revanche, je suis tout à fait favorable à la systématisation du menu végétarien quand il y a de la viande au menu principal, quelle que soit la viande. Ça met tout le monde d'accord en pratique, parce que ça veut dire que si vous ne voulez pas manger de porc, quand il y a du porc, vous prendrez le menu végétarien. Et quand vous êtes purement et simplement végétarien, vous prendrez toujours le menu végétarien. Je rappelle qu'il y a plus de 2 millions de végétariens, et donc leurs enfants, a priori, le sont aussi, au moins dans leur jeune âge. Donc, ce ne serait pas une mauvaise chose de les prendre en compte pour une fois. C'est typiquement un exemple pour lequel un impact indirect, c'est de régler un problème qui se pose pour des motifs religieux, mais le motif pour lequel on l'a fait n'est pas religieux, donc tout va bien. Une autre proposition qui est dans le livre, parce qu'il faut essayer d'avoir une position équilibrée sur les choses, il existe une infime minorité d'usagers très prosélytes dans la religion, qui réclament avec insistance et à tout propos que le service public s'adapte à leurs préférences pour motifs religieux. Et là-dessus, quelqu'un qui est pour le coup de droite, qui s'appelle Alain Juppé, a proposé de mettre en place, quand ils sont vraiment insistants, un délit d'entrave à la laïcité. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que quand vous avez un usager qui insiste en boucle pour qu'on prenne en compte son exigence religieuse, ça devrait être un délit. Par exemple, à l'hôpital, vous voyez. Bon. Après, la question de la laïcité n'est pas l'alpha et l'oméga des réformes qu'implique le problème de l'islamo-psychose. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on fasse des réformes importantes. Je pense en particulier à notre façon d'enseigner l'histoire dans ce pays. C'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des grands fans du roman national dans ce pays, mais je voudrais leur rappeler que l'histoire n'est pas un roman, c'est une science humaine. Et que la science, c'est censé être gouvernée par la raison, pas par la littérature. Et que donc, il s'agirait qu'un certain nombre de légendes ne soient plus enseignées et soient remplacées simplement par l'énoncé de voilà où on en est dans nos connaissances scientifiques sur les processus historiques. Et d'autre part, qu'un certain nombre de faits qu'on ne nous enseigne pas nous soient enfin enseignés. Par exemple, l'existence du génocide protestant n'est pas du tout abordée dans nos programmes scolaires. Pas du tout. Vous savez qu'il y a eu des guerres de religion. Vous ne savez pas qu'à partir du moment où il y avait une telle disproportion des forces, c'est pas une guerre civile. C'est la puissance d'État a entrepris une politique de persécution massive envers une minorité religieuse, ce qui n'est pas la même chose qu'une guerre civile. Je prends un autre exemple. Les dragonnades ne sont pas ou sont très peu enseignées aux collégiens, aux lycéens. Les dragonnades, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que effectivement, comme ce n'est pas enseigné, vous n'êtes peut-être pas au courant, les dragonnades, c'est quand Louis XIV a commencé à envoyer des fonctionnaires royaux qui d'habitude servaient à prélever les impôts, il les a envoyés dans les foyers des protestants avec comme mission, vous débarquez chez eux, et tant qu'ils ne se convertissent pas au catholicisme, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc, vol, torture, viol, tabassage, etc. Et ça a duré
au moins 3/4 de siècle. Hein. Et quasiment personne n'est au courant. Ça inclut des déportations, pour info, avec les moyens de l'époque, hein, donc c'est évidemment pas avec des trains, mais ça inclut des déportations. Ça inclut, en fait, on ne nous enseigne pas la violence de ce qui a pu se passer envers les minorités religieuses en France. Par exemple, c'est difficile d'appeler Louis IX Saint-Louis quand on sait ce qu'il a fait aux Juifs. Il n'a pas fait que leur faire porter la rouelle, qui est le lointain ancêtre de l'étoile jaune. Il a aussi fait brûler des recensions du Talmud en place publique, et confisquer leurs biens, et ordonner des expulsions, etc., etc. Et donc, il me semble qu'il y a des choses à revoir dans notre roman national pour qu'il relève moins du mauvais roman. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, le temps de digérer tout ça et de passer sur une note un tout petit peu plus légère, on vous a préparé quelques flash questions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est des questions totalement binaires et arbitraires. Donc, vous répondez oui, non, enfin, choix numéro 1, choix numéro 2. Ok, allez-y. Et après, on passe la parole à la salle parce que je sens que vous allez là aussi être questionné. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on commence avec Mediapart ou Canard enchaîné? Ah, c'est très difficile, vous me prenez vraiment pour les sentiments. Faut que ça soit spontané. Canard enchaîné. Canard enchaîné. Votre question est difficile. Zemmour ou Finkielkraut? Je peux préciser pourquoi ou je dois juste Oui, en demi oui, parce que Canard enchaîné, c'est parce que j'y suis abonné, donc c'est une raison, c'est sentimental. Zemmour ou Finkielkraut parce qu'il est beaucoup plus cultivé. Alors, Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille? Oula, je peux pas répondre, mais je vais vous dire pourquoi. Je me contrefous du football. Mais totalement, mais vraiment, mais profondément. Ça m'indiffère, et je vais vous dire depuis quand. Depuis que les Pays-Bas, non pardon, c'était l'Espagne, oui c'est ça, depuis que l'Espagne est devenue championne du monde sur un but en jeu. Et apparemment ça pose de problème à personne. Je me suis dit à ce niveau de match truqué, j'arrête. En tout cas, là aussi, dans l'amphi, il y a deux France. Oui. Et en revenant à la politique, Hamon ou Mélenchon? J'hésite encore. Mais je voterai pour l'un des deux. En termes de religion, imam ou prêtre? Selon quels critères? Je comprends pas la question. C'est le principe de répondre. Oui, j'entends bien, mais je ne peux pas répondre. En fait, là, j'ai un bug. Imam ou prêtre, j'ai un bug, parce que les deux sont légitimes en France. Ce qui est une réponse en soi. Voilà. Trump ou Poutine? Poutine, parce que mon épouse est russe. Et en termes de rappeur, Jul ou Karis? Kerry James. Dernière question. EM Lyon ou Sciences Po? Oh là là. Vous êtes écouté. Et filmé. En fait, si j'utilise comme critère qu'est-ce qui a été le plus impactant dans ma vie, c'est très difficile de choisir entre les deux, parce que j'ai fait l'essentiel de mon parcours d'études à Sciences Po, je l'enseigne, etc. Mais d'un autre côté, le peu de temps que j'ai passé à Lyon, j'ai eu l'occasion, grâce à une discussion, je mentionnais ça tout à l'heure en intro, grâce à une discussion d'orientation professionnelle avec Michel Koester, ça a entraîné le fait que je change profondément d'idée de ce que j'allais faire de la suite de ma vie. Donc, en termes de masse pure d'impact, je réponds Sciences Po, mais en termes de dimension d'impact par rapport au temps passé, je devrais répondre à la Lyon. Donc, j'ai un vrai souci. Voilà, je ne peux pas vous être plus précis que ça, je suis désolé. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre passer à vos questions. Alors, juste, voilà. Vous passez les micros. Ouais, prends
peut-être celui-ci parce que je suis avec des photos. Voilà, levez simplement la main et on va vous faire passer les micros pour vous adresser à M. Guinel. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, le micro ne marche pas, mais je vous entends quand même. Les deux questions, pas forcément dans l'ordre, c'est ce que j'ai noté au fur et à mesure de votre discours. Vous parliez, lorsque vous dites les statistiques, de 4 Français de confession musulmane sur 10 qui estiment que l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines. Je voudrais savoir si les chiffres sur les mêmes Français de confession chrétienne ou juive, un petit peu. Je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez répéter la statistique que vous citez? Vous avez dit que 4 Français sur 10 estiment l'islam incompatible avec les valeurs républicaines. J'aimerais savoir si vous avez des statistiques sur ce que pensent les Français de la compatibilité entre le christianisme et les valeurs républicaines. Alors, je ne peux pas vous les... Je vais vous répondre question par question, c'est plus facile pour moi. Je ne peux pas vous les citer de mémoire, mais je vous confirme que, si c'est ça la question dans la question, je vous confirme que aussi bien le christianisme que le judaïsme sont massivement jugés compatibles avec la République. Ce qui est également un jugement faux parce que ça dépend de la branche. Encore une fois, je vous prends un exemple. Le christianisme lefébriste n'est pas compatible avec la République. C'est très clair. Vous voyez? Donc, même généralisation fausse, mais le différentiel indique clairement, effectivement, on va dans le sens de l'islamo-psychose. Et j'avais une question par rapport à ce que vous avez développé au début de votre conférence sur la notion de communauté. Sur la notion de communauté. Oui. Vous estimez que la communauté musulmane n'existait pas au sens où on entend habituellement. J'aimerais avoir un petit peu votre retour sur ce que vous entendez exactement par communauté et si au contraire vous estimez que la communauté chrétienne existe elle. Parce que vous avez mentionné notamment le fait qu'une communauté soit, selon vous, moi j'ai pas compris, organisée, que si la communauté musulmane existait, elle se réunirait, voterait pour des politiques, des directions. Si vous pouvez préciser ce que vous entendez par communauté et ce qu'il en est des autres religions. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Donc, je dirais que, pour être précis, la communauté musulmane, au sens où je le définis, c'est... Enfin, je le définis. La communauté musulmane, telle qu'elle est décrite dans le discours islamo-psychotique, c'est... Il y a un grand bloc qui s'appelle les musulmans, et il y a sans doute des différences, certes, mais grosso modo, c'est pareil. Vous en prenez un dans le tas, ils pensent tous la même chose. Et ils ont les mêmes caractéristiques. En fait, avec de temps en temps une nuance qui va être, certes, ils ne sont pas tous comme ça, mais, et vous revenez à votre discours islamo-psychotique, vous voyez? Et je conteste ça fondamentalement. Après, existe-t-il une communauté chrétienne? Non. Une communauté juive? Non plus. Il existe des Français qui sont citoyens, qui peuvent avoir ou pas une confession religieuse, plus ou moins intense, avec des diversités dans les branches auxquelles ils adhèrent ou pas, vous voyez, et leur personne, par ailleurs, ne se résume pas à ça. Sauf les rares chez qui leur appartenance religieuse est vraiment la chose qui définit le plus leur vie. Il y en a, mais c'est comme les poissons volants, c'est une phrase de Michel Audiard en l'occurrence, mais c'est comme les poissons volants, il y en a, mais c'est pas l'ordinaire du genre. Et donc, pour être tout à fait rigoureux, je vous réponds qu'il y a en France des communautés musulmanes, des communautés chrétiennes, des communautés juives, et des gens qui sont culturellement de telle ou telle origine religieuse et qui n'ont plus ça dans leur vie, et des gens qui ont ça dans leur vie mais qui ne sont pas dans leur vie membres de telle ou telle communauté parce que c'est un truc qu'ils considèrent que c'est la guerre. Point. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'aimerais préciser en complément ce que vous parliez de ce qu'était la communauté musulmane ou autre au sens de l'islamo-psychose et qu'est-ce que serait, existe-t-elle au sens de Thomas Guénéré, une communauté aujourd'hui en France, qu'elle soit religieuse ou pas? Je crois vous avoir répondu là-dessus, c'est-à-dire que sur la définition de la communauté musulmane du point de vue l'islamo-psychose, je vous l'ai dit, c'est un grand bloc. Pardon? Sur ça, ce qu'est pour vous une communauté, non pas ce qu'estimeraient les personnes islamo-psychotiques, mais ce que vous avez appelé une communauté. Ce que moi... Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah,
va essayer de jouer avec le matériel. Je réfléchis en même temps. Pour moi, une communauté suppose un mécanisme de prise de décision collective. C'est vraiment un minimum. Autour d'un système de valeurs commun. Par exemple, existe-t-il une communauté nationale? Oui. Vous voyez? Existe-t-il une communauté européenne? J'ai l'impression que ça dépend des jours. S'il y a d'autres questions. Bonsoir, monsieur Guinolé. Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Au fond. Au fond? Au fond, à côté du radiateur. Vous voyez quelqu'un sous mon cœur. Tout au fond, en fait, de la salle. Ah oui, oui. Je vous vois pas, je suis désolé. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, j'aurais voulu faire deux remarques par rapport à votre intervention en fait, au début de la conférence. Enfin, une question et une remarque. La première, c'est que vous avez avancé comme éventuellement fondement en fait, de l'islamopsychose que vous décrivez, le chômage ou en tout cas la conjecture économique. Non, pardon, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit deux choses en parlant du chômage. Un, que le processus sociologique d'assimilation et même le processus sociologique d'intégration sont objectivement ralentis par le chômage de masse et le chômage de masse persistant. Voilà, ralenti, pas annulé. Et j'ai dit que la variable qui explique le plus clairement où on se situe entre l'islam le plus assimilé et l'islam le plus réfractaire, la variable explicative clé, c'est le chômage. Et non pas je ne sais quelle essence musulmane, vous voyez? Où êtes-vous? J'ai un point de déclin. Ah voilà, c'est bon. D'accord. En fait, l'idée c'est de dire qu'au-delà même de la question du chômage, en fait, par exemple, quand on regarde aux États-Unis, on va peut-être élargir par rapport à la question simplement de l'islam, mais il y a aussi un phénomène de rejet d'une population étrangère, ou en tout cas d'une population qu'on pourrait considérer comme minorité. Dans toute l'Europe, il y a des situations assez différentes en termes économiques, et là aussi on a la montée des mêmes mouvements. J'ai du mal vraiment à faire des comparaisons avec les États-Unis. Je pense que la thèse fondamentale de mon livre, qui est la théorie de la haine, s'applique. Oui. En revanche, il y a une différence absolument fondamentale qui est que, d'un point de vue républicain français, les États-Unis sont communautaristes. C'est quand même une énorme différence. Vous voyez? C'est-à-dire que aux États-Unis, le système États-Unis, il est massivement pro-intégration et anti-assimilation. Vous me suivez? Oui, Et il est rétif à l'assimilation. Alors que notre système, encore aujourd'hui, notre système est pro-assimilation et, grosso modo, la moitié de la population française est pro-assimilation. Vous voyez? C'est quand même une grosse différence, je crois. Après, je prise les États-Unis comme exemple, mais je pense que ce qui se passe en Allemagne avec, par exemple, un mouvement comme l'AfD ou encore en Autriche ou dans d'autres pays d'Europe, avec des situations pareil, l'Allemagne a, l'Allemagne a une conception de la hiérarchie sociale qui est profondément différente de ce qu'on entendait tout à l'heure en parlant de la France de la fraternité. Donc, encore une fois, je ne conteste pas le fait qu'il faille faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace, hein, c'est pas mon propos. Mais, en l'occurrence, il est très difficile de comparer ce qui se passe en France à ce qui se passe dans des pays où le rapport à ce qu'on considère comme différent n'est pas du tout le même. Il y a vraiment une singularité française liée à notre façon de définir le modèle républicain qui fait que, en fait, j'encourage un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes dans des années d'études qui peuvent vous conduire à aller à l'étranger, je vous encourage à vraiment vous intéresser à des systèmes de valeurs de pays qui sont très différents des nôtres et de constater à quel point des systèmes de valeurs qu'on croit proches, une fois qu'on est dedans, il y a des grosses différences. Par exemple, l'Allemagne. Je viens entendre qu'il y a des différences à ce niveau-là, mais en fait, plus ou moins mon idée c'était de dire que est-ce qu'on ne serait pas quelque part dans une forme de,
j'aime pas beaucoup le terme, mais de choc de civilisation, dans la mesure où plus ou moins cette peur, en tout cas cette montée de cette psychose, elle est liée à une partie, on va dire, d'une population majoritaire qui se sent plus ou moins submergée par notre partie par des minorités, et le mouvement, on va dire, il est plus ou moins concret ou réel. Par exemple, aux États-Unis, je ne suis pas expert de la question, mais plusieurs personnes s'attendent à ce que d'ici quelques dizaines d'années, pour faire très court, les Blancs soient devenus une minorité parmi la population américaine. Est-ce que c'est pas une réaction, on va dire, à ce mouvement de fond, plus ou moins une sorte de dernière bataille pour éviter de se faire submerger d'un point de vue de la civilisation, pas simplement d'un point de vue de l'ethnie, mais d'un point de vue d'un ensemble de valeurs ou d'un ensemble d'idées? Alors, si on parle de la France, parce que c'est mon travail, là, c'est sur la France. Si on parle de la France, si vous voulez, pour mettre les pieds dans le plat par rapport à ce que vous dites, s'il y a un grand remplacement en France, il est vraiment super lent, parce qu'on en est à 5%. Donc, c'est très, très, très lent. En plus de ça, ce qui est vraiment stupide dans les théories de grand remplacement ou d'islamisation et toutes ces foutaises, ce qui vraiment ne tient pas debout, c'est que non seulement il ne peut pas y avoir grand remplacement quand la population dont vous parlez est colossalement minoritaire, 5%, 5, 7, ça dépend de la manière dont vous les comptabilisez, mais en plus de ça, parmi eux, l'écrasante majorité s'intègre et s'assimile. Donc en fait, il n'y a pas il n'y a pas de subversion des valeurs de la France par les gens qui sont immigrés récents ou descendants d'immigrés récents. C'est le contraire. Il y a une républicanisation des immigrés et de leurs descendants. C'est-à-dire que... et c'est d'ailleurs amusant de voir à quel point il y a un contresens complet à ce niveau-là. C'est-à-dire que chez ceux qui sont obsédés par la peur d'un grand remplacement, qui pour moi relève de la psychose, cette peur, non seulement ne repose pas sur la réalité, mais elle repose sur le contraire de ce qu'on peut observer comme phénomène massif, qui est l'assimilation. À partir du moment où les gens qui arrivent et leurs descendants s'assimilent, par définition, il ne peut pas y avoir subversion, transformation des valeurs. Par contre, ce qui est vrai, et là c'est vrai, il y a une vraie invasion. On va dire les choses franchement et sans politiquement correct de la bien-pensance, je suis un malopratine, comme dit Causeur. Il y a une vraie invasion, c'est la gastronomie. Là, c'est vrai qu'il y a une bataille qui est en train d'être perdue. En fait, non, je rigole là-dessus parce que toutes les grandes vagues d'immigration apportent leur bouffe. Et très rapidement, et là-dessus, la société française ne s'en est jamais plainte. Au fur et à mesure, ça devient des plats français, et d'ailleurs préparés d'une manière qui devient spécifique à la France. Je vous certifie que le couscous à la française, car le couscous est maintenant un plat français, c'est le plat préféré des Français, le couscous, je sais pas si vous êtes au courant, mais, enfin, derrière les fruits de mer. Mais le couscous à la française n'est pas le couscous que vous pouvez manger au Maroc. Je vous rappelle que la pizza, c'est quelque chose de devenu totalement banal, au même titre que les sushis d'ailleurs en France, mais ce sont des versions qui ne correspondent pas au pays d'origine des plats, parce que c'est fait différemment dans le pays source. Et donc, il y a des éléments qui sont apportés, mais c'est le propre de l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire qu'il y a des choses que vous apportez qui s'ajoutent au pot commun. Mais comme vous êtes minoritaire et massivement minoritaire, ça ne modifie qu'à la marge. Et d'ajout en ajout, la culture du pays se transforme. Mais c'est un processus lent en fait, l'évolution de notre culture se fait sur les siècles. Et j'ajoute, si on parle de notre identité culturelle, je voudrais quand même signaler que le phénomène d'américanisation est beaucoup plus puissant que n'importe quel phénomène qui serait lié à telle ou telle catégorie d'immigration. Je m'étonne que les obsédés de l'identité culturelle française éternelle, si tant est que ça puisse vouloir dire quoi que ce soit, parlent assez peu de l'américanisation alors que le phénomène massif, c'est ça. Vous voyez? Bonsoir. Oui, alors, oui, voilà. Juste un tout petit break, ce sera la dernière question. La toute dernière question, merci. Bonsoir, merci encore pour votre intervention. J'aurais voulu
sur l'opinion, au final, des Français de confession musulmane eux-mêmes par rapport à la question et la réaction que certains d'entre eux peuvent avoir dans les médias, en particulier à travers certaines personnalités médiatiques. Par exemple, vous avez parlé de Kerry James tout à l'heure. Lui, dans ses thèses dernièrement, a dit qu'il essaye de faire passer un message de paix en temps de guerre et qu'il affirme que la France est en temps de guerre aujourd'hui. Donc, est-ce que dans le développement au final de la théorie de l'islamo-psychose, quelle place vous accordez, quelle parole vous accordez aux Français de confession musulmane eux-mêmes, et est-ce qu'on peut appliquer ce terme-là aussi à la propre opinion qu'ils ont de l'islam au sein de la France et comment il est traité en France? Merci. Alors, les Français de confession musulmane ont des opinions variées et diverses à leur propre sujet, et au sujet de leur propre religion ou de leur propre religion d'origine quand ils sont complètement sécularisés. Et donc, vous en avez qui détestent leur religion d'origine, mais qui la détestent vraiment. Et qui donc, vous avez, pour mettre les pieds dans le plat, vous avez une partie, c'est vraiment marginal, hein, mais vous avez une partie des Français de confession musulmane qui vous disent, mais vraiment l'islam c'est de la merde. Ça existe. Vous en avez qui vont avoir, qui vont avoir des propos à l'autre extrême, qui vont dire, qui vont considérer que beaucoup de leurs compatriotes de confession musulmane sont devenus des mauvais musulmans. Généralement, ils sont dans une attitude très réfractaire envers les valeurs de la République par ailleurs. Vous voyez, ça existe aussi. Mais, en réalité, comme souvent dans les phénomènes sociologiques, il y a un grand ventre mou. Et ce grand ventre mou, en fait, il est quelque part entre l'intégration et l'assimilation. Il déteste et rejette, mais sans la moindre équivoque, toute forme de violence, invoquant leur foi. Et en fait, ils veulent juste vivre en paix avec tout le monde. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, en réalité, à part que, comme tout le monde, ils ne sont pas d'accord avec les attentats. Et comme tout le monde, comme l'écrasante majorité de toute la population française, c'est des gens qui peuvent avoir des origines religieuses, qui ont des pratiques de rites, qui sont des pratiques d'habitude dès leur enfance, et pour qui c'est plus ou moins important, mais c'est pas non plus quelque chose qui les omnibule du matin au soir. Vous voyez? Après, sur les positions à avoir, je pense que ce qu'est en train de faire Kerry James est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que, jusqu'à présent, il y avait un danger de dérive de l'antiracisme et de l'invocation de l'islam vers une sorte de racisme à front renversé par un certain nombre d'agités sectaires qui se prennent pour les Black Panthers, mais sans avoir leur courage politique en termes d'action concrète. Kerry James, lui, la ligne qu'il défend est une ligne de stricte égalité républicaine. Et donc, et ça c'est très important, qu'en tant que chef de file, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement respecté et écouté chez énormément de jeunes, et j'insiste là-dessus, de tout milieu, de toute couleur de peau, et de toute confession ou absence de confession. Ce qu'il est en train de faire en s'engageant dans la cité sur des combats qui sont absolument essentiels, l'antiracisme, le refus de l'intolérance religieuse, le refus des haines, l'exigence d'intégration et d'assimilation républicaine, mais en faisant des efforts des deux côtés. Ce qu'il est en train de faire est absolument fondamental. Je suis content qu'il le fasse. Je mesure la difficulté que ça représente et j'avoue être admiratif de son engagement et j'ai été soulagé, je tiens à le dire, j'ai été soulagé quand j'ai lu récemment sa tribune dans Le Monde appelant à une grande manifestation, je crois que c'est le 19 mars. Non, en fait, j'en suis sûr, puisque je l'ai noté dans mon agenda, mais je serai. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui? Bien. Bien, merci Monsieur Guénolé pour votre intervention. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Je vous dis à très bientôt, puisque la prochaine conférence forum aura lieu dès mercredi prochain, mercredi 8 mars à 17h en IBM. Vous en saurez bientôt plus sur la personnalité. Et je vous souhaite une très bonne soirée et donc à mercredi prochain. Merci.